Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Cayley-Hamilton. Théorème que normalement, dont la plupart des élèves ont déjà entendu parler sans forcément connaître la preuve. Eh bien la voilà, la voici. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Dans cette vidéo, on va parler, je vais vous donner l'énoncé, je vais vous expliquer la fausse preuve hyper classique qu'on est tenté de faire et je vais expliquer pourquoi c'est une fausse preuve et pourquoi on ne peut pas faire comme ça malheureusement. Ensuite, nous allons voir des applications de ce théorème. Et puis dans un premier temps, voilà, ceux qui veulent juste utiliser et que ça pourront s'arrêter là. Et après, ceux qui en veulent un peu plus, on va voir plusieurs preuves, alors parfois un petit peu subtiles, une preuve sur C par densité, une preuve qui marche sur n'importe quel corps avec l'histoire de la matrice compagnon, si je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, moi c'est la preuve que j'avais eue en prépa. Et ensuite une preuve plus rigolote sur laquelle j'avais travaillé en maîtrise, là, une preuve générique qui explique que c'est vrai sur n'importe quel anneau commutatif, donc c'est assez rigolo. Bref, mais n'allons pas trop vite. Commençons par l'énoncé. Donc ce théorème qui a été énoncé par notre ami Frobenius, en tout cas, alors peut-être pas dit comme ça, en fait, comme souvent à cette époque-là, il y en a plusieurs qui travaillaient sur les mêmes sujets, mais voilà, donc notamment notre ami Cayley et Hamilton qui l'ont reformulé, mais on peut dire que l'idée essentielle était quand même, d'après ce que j'ai lu, attribuable à notre ami Frobenius, mais il a déjà des théorèmes de Frobenius, alors il faut bien en donner un petit peu à tout le monde, enfin bref. Alors, c'est le suivant. Donc, si on prend E, un K espace vectoriel de dimension finie, K est un corps commutatif, on peut penser à R ou C si on préfère, mais bon, n'importe quel corps, ça marche aussi. On prend donc F, un endomorphisme de E, et linéaire, et qui de F de X, donc c'est le polynôme caractéristique de F, c'est-à-dire un déterminant de X fois identité moins F. Ok. Alors, ce polynôme-là est un polynôme annulateur de F. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un polynôme annulateur, vous allez regarder les vidéos précédentes sur les polynômes d'endomorphisme et le lemme des noyaux, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'ai annoncé. Le polynôme caractéristique qu'on peut calculer pour n'importe quelle matrice, eh bien, c'est un polynôme annulateur. Donc, pour trouver des polynômes annulateurs de f, en fait, on regarde les diviseurs du polynôme caractéristique. Vous voyez, le polynôme minimal est un diviseur du polynôme caractéristique, par exemple. Ok. Donc voilà, donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez, si le polynôme minimal, par exemple, est scindé à racine simple, bon en fait on le savait déjà, mais ça veut dire que la matrice est diagonalisable. Okay. Alors pourquoi on le savait déjà? Parce que forcément ça veut dire qu'il y a n valeurs propres distinctes. Et ça on l'a déjà vu il y a longtemps, si dans un espace de dimension n il y a n valeurs propres distinctes, alors l'endomorphisme est diagonalisable. Mais bon, on verra d'autres applications de ce théorème très sympathique. Donc voilà, comment trouver un polynôme annulateur de f? Eh bien hop, le polynôme caractéristique qu'on sait calculer en galérant un peu est un polynôme annulateur. Même s'il n'y a pas de valeur propre, même s'il n'a pas de racine, tout ça, vous voyez, on peut trouver un polynôme annulateur de n'importe quel endomorphisme. Ça c'est quand même cool. Ok. Donc la forme générale maintenant, c'est ça. C'est si je prends un anneau commutatif quelconque, même pas intègre, je veux dire vraiment z sur nz où n n'est pas premier, vous voyez, bref. Eh bien, si A est une matrice à coefficients dans cet anneau, alors, je peux calculer évidemment le déterminant qui a de A, donc le polynôme caractéristique, ça existe, et qui a de A, c'est la matrice nulle à coefficients, donc dans A. Ok. Donc voilà, donc très sympa, et on va démontrer tout ça, bien évidemment. Mais, avant cela, je vais vous donner la fausse preuve. Alors, pourquoi c'est une fausse preuve? Bon, on va voir déjà, qu'est-ce que c'est que cette preuve? C'est, voilà, qui a de X, je vous rappelle, c'est déterminant de X identité moins A. Et donc, on pourrait se dire que voilà, si je remplace x par a, je fais qui a de a, finalement ça fait d'être de a identité qui fait a, moins a, donc a identité a moins a, ça fait déterminant de 0, donc ça fait 0, voilà. Où est le problème? Alors le problème est le suivant, c'est que, voilà, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, mes étudiants, des fois, se disent, mais en fait, c'est vraiment facile, Cayley Hamilton, quoi. Et ça peut être une façon de s'en souvenir, effectivement, que ça marche. Mais pourquoi ça ne marche pas du tout? Parce que, en fait, si je prends une matrice de 2 pour essayer de voir un peu ce que je viens de dire là-haut. Donc une matrice de 2, ABCD, alors son polynôme caractéristique qui a de x, je vous rappelle, c'est le déterminant de cette matrice-là. C'est x moins a fois x moins d moins bc. Okay, moins b fois moins c, ça fait bc. Bon, bref. Alors, quand j'ai qui a de x égale ça, vous voyez, ça veut dire ce truc-là. Et donc, quand je remplace x par a, en fait, je fais ça, là. Je calcule le déterminant d'une matrice moins a, déjà ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas a fois identité, a priori, ici, là, c'est petit a. Donc déjà ça, il faut donner un sens. Est-ce que j'enlève a à chaque coefficient? Est-ce que j'enlève a sur l'identité? Bon, déjà.
Et puis là, il y a des matrices et des coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le déterminant, je fais ça fois ça, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça vers cette matrice au carré, ou alors, vous voyez, moins une constante et tout. Bref, ça n'a pas de sens, vous voyez. Multiplier deux matrices ensemble, ok. Multiplier une matrice par un scalaire, bon, à la rigueur, ça, je fais comme si c'était d fois identité, mais est-ce que vraiment ça va faire 0? Vous voyez, c'est pas clair du tout. Je vais obtenir une matrice là, plus un nombre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, voyez? Et donc voilà, en fait, juste cette expression-là n'a absolument pas de sens. Qui A de A, bah, ça n'a pas de sens, c'est écrit comme ça, quoi. Ok? Donc non, c'est plus compliqué que ça. Il faut vraiment regarder, voilà, ce polynôme-là, il a des coefficients, une fois qu'on a développé machin, et pourquoi est-ce que quand on remplace avec ces coefficients avec la matrice A, ça fait, finalement, l'endomorphisme nul, ça n'a rien d'évident, en fait. Hein. Ok, donc voilà, donc cette preuve-là, il ne faut pas la faire. Alors les applications. Donc je prends E, un cas espace vectoriel de dimension n, et j'appelle donc f dans L2 et mu de f le polynôme minimal de f, hein, comme dans les vidéos précédentes, évidemment, si vous n'avez pas vu, allez les voir avant, hein, c'est une suite. Hein. Bref. Donc, eh bien, le degré du polynôme minimal est plus petit que la dimension de E, plus petit que n. Bah, parce qu'on vient de voir qu'il existe un polynôme annulateur de degré n. Hein, je vous rappelle, le polynôme caractéristique de f, il est de degré n. D'accord? Parce que voilà, il y a des x, il n'y en a que sur la diagonale, donc le terme de plus haut degré, c'est x puissance n. Donc comme il est annulateur, eh ben, le polynôme minimal, c'est-à-dire le polynôme de plus petit degré annulateur, il est forcément de degré plus petit. Donc voilà, donc pour toute matrice carrée d'ordre n, il existe un polynôme annulateur de A de degré inférieur ou égal à n. Je vous rappelle qu'avant, c'est juste inférieur ou égal à n au carré, donc là c'est mieux, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher trop loin, quoi. Une matrice de 2, il existe un polynôme annulateur de degré inférieur ou égal à 2, par exemple. Hein. Donc on peut toujours bidouiller. Bon, on l'a vu en l'occurrence, mais bref. Toutes les racines, du coup, de mu f, du polynôme minimal, s'il a des racines, il n'en a pas forcément. Mais s'il en a, c'est forcément des valeurs propres. Ok, hein, parce que, pourquoi? Parce que c'est un diviseur du polynôme caractéristique dont les racines sont les valeurs propres. Et donc, si on est diviseur d'un polynôme, les racines du diviseur, c'est forcément des racines du polynôme du début. Parce qu'il est multiple. D'accord? Donc si je remplaçais par A, ça fait 0, je remplace dans le multiple par A, ça va faire 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. D'accord? Donc les racines du polynôme minimal sont forcément des valeurs propres. Hein, on avait vu que pour n'importe quel polynôme annulateur, il s'annulait forcément sur les valeurs propres, mais que les valeurs propres n'étaient pas forcément des racines. Enfin, il y a peut-être d'autres racines, plutôt, dans n'importe quel polynôme annulateur. Pour le polynôme minimal, il n'y en a pas d'autres. S'il s'annule, c'est forcément en une valeur propre. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de bien? Eh bien, ça c'est vraiment rigolo comme application, donc je vais vous le dire. Si f est bijective, donc ça veut dire, il y a plein de caractérisations, hein, son déterminant est non nul, elle est de rang n, sa matrice est de rang n, enfin bref, voilà, il y a plein de façons de le dire, elle est injective, son noyau réduit à 0, etc. etc. Et une autre façon de le dire, c'est que 0 n'est pas valeur propre de f. Dire que f est injective. Hein, son noyau n'a pas été réduit juste au vecteur nul, donc elle n'a pas de vecteur propre associé à la valeur propre 0, donc 0 n'est pas une valeur propre. Donc son polynôme caractéristique, qui de f, ne s'annule pas en 0. Mais du coup, le polynôme minimal ne peut pas s'annuler en 0, puisque le polynôme caractéristique est un multiple du polynôme minimal. Donc le polynôme minimal ne s'annule pas en 0. Okay, j'aurais pu prendre le polynôme caractéristique aussi, mais c'est pas grave. Hein. Bon, et me dire, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire ça? Donc, il existe une constante à 0 différente de 0, telle que le polynôme caractéristique de f, ce soit un produit d'un polynôme, enfin de x fois un polynôme, plus A0. Ou A0 est non nul, quoi. Il y a un terme constant, non nul. Parce que sinon, si ça valait 0, quand je remplace x par 0, ça faudrait 0, quoi. Ok? Donc on peut l'écrire comme ça. Dire, bon, chouette, et alors? Oui, mais le truc, c'est que, du coup, quand je remplace mu de f, ça fait 0, puisque c'est le polynôme minimal, on le sait bien. Donc ça fait f fois p de f, qui est égal à moins A0 identité. Et donc finalement, je me rends compte que f donc, est bijective, ok, je le savais déjà, mais surtout que l'inverse de f, c'est p de f divisé par moins A0. D'accord? Puisque f fois p de f divisé par moins A0, c'est bien identité. Et donc ça, c'est quand même super sympa. L'inverse de f est un polynôme en f. On l'a déjà vu dans les polynômes d'endomorphisme, je dis si vous trouvez un polynôme annulateur qui ne s'annule pas, qui a un terme constant, du coup, tiens, on peut trouver l'inverse en faisant cette manip. Ok? Mais en fait, on peut toujours. Hein, donc en dimension finie, hein, si une matrice est inversible, son inverse, c'est un polynôme en elle-même, disons. Toujours.
Donc en fait, on peut chercher un polynôme annulateur pour trouver l'inverse, etc. parce que ce sera toujours ça. Il faut le savoir, parce que des fois je dis ouais, déjà quelles sont les matrices commutables avec A, n'importe quel P de A, un polynôme, et les gens me disent ah oui mais il y a A-1 aussi. A-1 c'est un polynôme en A. Donc là j'en ai pas rajouté, quoi, vous voyez. Bref, allez, donc voilà, ça c'est les applications importantes, mais la plus importante va venir tout de suite. C'est en gros pour ça que je fais cette vidéo, enfin que j'utiliserai le théorème de Cayley-Hamilton essentiellement, c'est que si le polynôme caractéristique de f est scindé, vous savez, c'est toujours qu'on écrit, il peut s'écrire comme ça, donc on a vu que dans ce cas-là, la matrice était trigonalisable, d'accord? Eh bien, d'après le théorème des noyaux, vu que ça c'est un polynôme annulateur, d'après la vidéo précédente, eh bien alors E s'écrit donc somme directe de ces sous-espaces-là, qui s'appellent les sous-espaces caractéristiques, d'accord? Donc là c'est vraiment important, je les mets en rouge parce que vraiment ça fait partie des choses qu'il faut bien comprendre. Quand c'est diagonalisable, on a une décomposition en sous-espace propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le M1, le M2, le MP ici, mais on ne l'a pas toujours, d'accord? Tout endomorphisme n'est pas forcément diagonalisable. Par contre ça, dès que le polynôme caractéristique est scindé, donc par exemple sur C, c'est tout le temps, alors sur C, on a tout le temps ça. D'accord? Donc voilà. Et donc ça arrive quand même bien plus fréquemment. Et on peut toujours décomposer l'espace comme ça. Et cette décomposition en sous-espaces caractéristiques, ces espaces-là s'appellent les espaces caractéristiques, ça nous permettra de jordaniser les endomorphismes, ce qui est quand même le but ultime de cette série de vidéos, d'expliquer la décomposition de Jordan. Donc c'est surtout pour ça qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Cayley-Hamilton. Et bien voilà, ceux qui veulent juste savoir ça et qui ne veulent pas savoir la preuve, enfin dans un premier temps, qui ne veulent pas s'encombrer, parce que la preuve est un petit peu technique, elle est très marrante de voir, après il y en a plusieurs, enfin bref, je comprends, vous pouvez passer à la suivante maintenant, et ça ne vous gêne pas pour continuer à voir la suite, d'accord? Maintenant j'espère qu'il y en a qui vont rester, parce que je me suis décarcassé à expliquer des preuves très marrantes, mais voilà, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez y aller, pour les autres, c'est pas terminé, je vais maintenant vous présenter des preuves du théorème de Cayley-Hamilton. Ok? Donc voilà, ciao à ceux qui préfèrent y aller maintenant, et les autres, on continue. Donc première preuve, ça va être uniquement dans le cas où le corps c'est C. Et je vais utiliser des résultats que je n'ai pas démontrés là, d'accord, mais qui sont classiques, et voilà. Dans ce cas-là, rassurez-vous, la deuxième preuve, elle n'aura aucun prérequis. Mais là, elle est plus courte, elle est sympathique, elle utilise d'autres choses, donc je vais aussi vous la montrer parce que ça fait partie des utilisations de théorèmes classiques, enfin bref. Donc la densité, c'est important aussi. Bon, j'enchaîne. Si f est diagonalisable, on l'a vu, si ses valeurs propres, c'est lambda 1, lambda 2, lambda d, alors son polynôme minimal, c'est produit des x moins 1 lambda 1, x moins lambda d. D'accord? C'est un polynôme d'annulateur de degré minimal, on l'a déjà vu, ok. Dans la vidéo sur les polynômes d'endomorphisme, on a déjà vu ça. Ok, mais alors, comme le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique, donc le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur. Parce que justement, les polynômes annulateurs, par définition, ce sont les multiples du polynôme minimal. Ok? Puisque le polynôme caractéristique, vous savez, c'est un produit de x moins lambda i avec une certaine puissance. Donc c'est bien un multiple de ce polynôme-là. Donc c'est un polynôme annulateur de f. Voilà. Donc en fait, le théorème de Cayley-Hamilton, on le connaît déjà pour les matrices diagonalisables. En fait. D'après ce qu'on a déjà vu avant, il est évident pour les matrices diagonalisables. Ok? Très bien. Mais toutes les matrices ne sont pas diagonalisables, évidemment. Puis en plus, on veut l'utiliser justement pour les matrices, pour jordaniser, donc pour les matrices pas diagonalisables. Donc, alors, voilà, donc maintenant, je prends une norme sur Mn de C, une norme sur Cn de x, les polynômes de degré inférieur ou égal à n, Mn de C, les matrices à coefficient complexe. On va utiliser les résultats classiques. Alors, petit 1, densité des matrices diagonalisables, c'est-à-dire que pour toute matrice à coefficient complexe, il existe une suite de matrices à coefficient complexe telles que AN tend vers A quand n tend à plus l'infini. Alors ça, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là, que AN tend vers A, ça veut dire que norme de AN-A, pour une norme quelconque sur Mn de C, tend vers 0. Et alors ça, vous allez me dire, c'est pas super éclairé, mais en fait, quelle que soit la norme qu'on choisit, comme on est en dimension finie, ça veut dire qu'en fait que tous les coefficients de cette matrice-là, la AIJ de n, vous voyez, pour chaque n, il y a un coefficient AIJ n, ça tend vers AIJ, le coefficient qui est là. C'est juste terme à terme, vous voyez, c'est comme une convergence simple, tous les coefficients de la suite de matrices, c'est une suite de coefficients, en fait, de n carré suite. Toutes les suites convergent vers quelque chose, et la matrice qu'obtient la matrice des limites, c'est A, ça veut dire ça. Voilà. Donc, AN tend vers une matrice A, toutes les AN sont des matrices diagonalisables, et A, c'est n'importe quelle matrice.
Donc toute matrice est approximable quelque part par une matrice diagonalisable. Vous voyez, aussi près que je veux de A, il existe des matrices diagonalisables. Ok, donc ça, voilà, ça s'appelle la densité des matrices diagonalisables dans Mn de C. Et donc on le prouvera dans la vidéo sur la densité que je n'ai pas encore faite, mais que je compte bien faire quand je ferai la topologie, parce que justement on va parler de densité, on va dire oui, mais à quoi ça peut servir? Ben, notamment à ça. Ok, notez que ce n'est pas vrai dans R, hein. Attention, hein. J'ai bien dit dans Mn de C. Ok, dans R, c'est faux, c'est pas dense les matrices diagonalisables. Hein. Donc, je ne vais pas aller trop loin là, mais ok. Donc on a ce théorème-là. Ensuite, alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est des histoires de continuité. Hein. Donc si on prend un polynôme et une matrice, alors là ça marcherait aussi sur R. Hein. Donc un polynôme à coefficient complexe et une matrice à Mn de C, et à ce polynôme à cette matrice, j'associe P de A. Donc j'obtiens une matrice P de A. Et bien je dis que cette application-là, elle est continue. Alors continue par rapport au couple, c'est-à-dire que si P ou A varient tous les deux un petit peu, bah, le résultat ici, il varie un petit peu. Alors c'est ce que c'est que la notion de continuité, hein, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Je veux dire, voilà, ça en fait c'est une fonction qu'on peut considérer à n plus une variable pour les coefficients du polynôme, n carré variable les coefficients de la matrice, donc au final ça fait n plus 1 plus n carré, donc n carré plus n plus 1 variable ici, associe ici n carré variable, enfin n carré résultat, donc ouais, c'est une fonction de c puissance n carré plus n plus 1 dans c puissance n carré, quelque part, vous voyez. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est continue? Ben, en fait, il faut regarder chacune de ces fonctions-là, qu'est-ce que ça donne. Et si on regarde bien, les coefficients de cette matrice P de A, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça veut dire que là, j'ai choisi un polynôme P, j'ai choisi une matrice A. Et ben, par exemple, si je mets A au carré, les coefficients de A au carré, ben, c'est des expressions des sommes et des produits d'éléments de A. Donc, c'est un polynôme en les coefficients de A. A au cube aussi, A puissance 4 aussi. Et donc une combinaison linéaire de A puissance 4, A puissance 3, A puissance 2 et tout ça, bah, c'est des sommes de coefficients de constantes fois les coefficients de la matrice là, multipliés entre eux, à un certain degré, etc. Donc finalement, ça reste un espèce de polynôme, enfin complètement un polynôme, n'est-ce pas, où il y a des produits entre des éléments de A et des coefficients de P. D'accord? Et donc c'est, voilà, finalement, on obtient des produits polynomiaux où interviennent dedans les coefficients de P et les coefficients de A. Mais il n'y a pas de division, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment des polynômes. Et donc c'est vraiment une application continue, c'est-à-dire que quand les coefficients de lui varient un petit peu, ou lui varie un petit peu, bah, vu que c'est que des multiplications, des additions et tout ça, le résultat varie un petit peu. Okay, donc je ne fais pas des preuves complètes de tous ces trucs-là, d'accord? Juste, je voudrais que ce soit clair pour vous, que intuitivement, okay, qu'un polynôme c'est continu, vous savez bien, même quand c'est un polynôme de plusieurs variables. Hein, donc. Ok. D'autre part, l'application qui a associe son polynôme caractéristique, elle est continue aussi. Alors ça, c'est pas complètement évident, mais c'est pas très dur, parce que en fait, ça vient du fait que le déterminant est continu. Le déterminant d'une matrice, vous savez bien, c'est pareil, c'est un produit des coefficients de la matrice, enfin de n coefficients de la matrice, plus ou moins un produit de n autres coefficients de la matrice, plus ou moins un produit de n autres coefficients de la matrice. Vous savez, il y a une formule absolument ignoble avec les permutations, les machins, les trucs. Mais donc finalement, ça fait un polynôme homogène, même de degré n, mais ça on s'en moque, sur les coefficients de la matrice. Donc c'est continu. Et donc là, on va me dire, ah oui, mais il y a x. Oui, mais c'est pareil. Quand je rajoute le moins x, du coup, c'est quand je développe, etc., finalement, c'est un déterminant. Et donc tous les coefficients xn, c'est des sous-parties, enfin des sous-morceaux d'un déterminant. Et donc tout ça, ça reste des polynômes. Les coefficients de ce polynôme qu'il y a sont des polynômes en les coefficients de A. Vous savez, par exemple, hein, je ne sais pas si on est de degré 2, vous savez bien, le polynôme caractéristique, c'est x au carré, moins trace de AX. Bah, trace de A, bah, c'est la somme des coefficients de la diagonale, c'est bien un polynôme en les coefficients de A. Et puis, plus déterminant de A, c'est bien un polynôme en les coefficients de A. Hein. AD moins BC, oui. Bon, bah, c'est pareil, pour quel que soit le degré, en fait, ce qu'il y a de facteur de x, c'est des produits, des sommes, de choses, coefficients de A, donc c'est bien continu. D'accord? Si je varie un tout petit peu les coefficients de A, ici, bah, le polynôme a ces coefficients qui vont varier un tout petit peu aussi. OK? Bref. Et donc maintenant, si on prend une matrice quelconque de Mn de C, d'après 1, on a une suite de matrices AN diagonalisables qui convergent vers A. OK? Bon, très bien. Mais alors, d'après ce qu'on vient de voir, le polynôme caractéristique qui de AN, il converge vers le polynôme qui de A, hein, puisque c'est continu. Ça, d'accord? Voilà. Par rapport aux matrices, hein, ça c'est continu, donc ok. Mais alors d'après ce qu'on a vu sur l'évaluation des polynômes là, si qui AN tend vers qui de A et AN tend vers A, alors l'évaluation qui AN de AN, ça tend vers qui A de A. Ok? Or, AN est diagonalisable, donc dans ce cas-là, qui de AN de AN, on l'a vu, ça fait toujours la matrice nulle. Donc une suite qui vaut tout le temps la matrice nulle et qui converge vers qui A de A, bah, ça veut dire que qui A de A, c'est la matrice nulle également. Et donc ça fait la première preuve du théorème de Keil-Hamilton.
dans le cas du corps des nombres complexes. Et voilà. Alors ok, on a utilisé des théorèmes, on a fait des raisonnements un petit peu abstraits, mais ça fait une preuve pour C. Ok, alors maintenant preuve 2. Donc voilà, une preuve un peu classique également. Alors, elle a l'avantage de marcher sur n'importe quel corps, même pas forcément C, mais du coup ça va être un petit peu plus long. Il y a rien, alors là, pour le coup il n'y a pas de théorème, ça va être complètement élémentaire, mais ça va être un petit peu plus long. Alors on s'accroche, on se motive, allez boire un café avant si vous voulez, et on y va. Alors, tout d'abord j'ai besoin d'avoir le résultat suivant, qui est donc un petit lemme. Si F est un sous-espace vectoriel stable par F, d'accord, quelconque, hein, voilà, et que j'appelle G la restriction à F, donc que je prends, alors c'est pas tout à fait la restriction à F, parce que la restriction à F, ça va de F dans E, parce que F, il va de E dans E. Donc, normalement, la restriction de F à F, ça va de F dans E. Et c'est con, parce que F est stable, donc les éléments de F, ils vont dans F, mais qui est inclus dans E. Et donc là, j'appelle G l'application de F dans F qui coïncide avec petit f. Vous voyez, c'est pas exactement ce qu'on appelle la restriction. Bon, vous embêtez pas, c'est un petit détail technique, mais c'est juste pour pas vous embêter. Mais enfin, c'est l'application linéaire G de F dans F qui en fait est juste exactement la restriction de F sur grand F. Mais c'est juste, voilà, je change aussi l'espace d'arrivée pour obtenir quelque chose de L dans L de F. Ok, c'est bien une matrice carrée, sinon c'est embêtant. Vous voyez, sinon je ne sais pas ce que ça veut dire qui de G si on n'est pas une matrice carrée. Donc voilà. Bon, bah alors dans ces cas-là, le polynôme caractéristique de G est un diviseur du polynôme caractéristique de F. Voilà. Dans le cas de X, ces deux polynômes-là, qui de F est un multiple de qui de G. Ok? Donc ça, je vais avoir besoin de ça, donc je vais le démontrer tout de suite. C'est pas bien dur. Si je prends d'abord une base de grand F, d'accord, et puis je la complète pour obtenir une base B de E. Donc je prends une base de C de F, vous savez, le théorème de la base incomplète, je prends des vecteurs, clac, 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 qui sont libres, une base de F, et bien je peux compléter par des vecteurs pour obtenir B, une base de E. Ça, je peux toujours faire ça. Ok? Mais alors, si j'appelle grand G la matrice de l'application G par rapport à la base C, finalement, la matrice de F par rapport à la base B, eh ben, ça va être, vous voyez, alors je commence par les vecteurs de C, que je vais compléter après. Donc pour les vecteurs de C, bah, l'image de F de ce vecteur, bah, F c'est égal à G, donc c'est la matrice de G, vous voyez, par ici, hop, ce vecteur pour toute la partie de F dans F, et puis après 0, puisque ça reste dans F, d'accord? Donc ça reste dans vect des premiers vecteurs, des premiers vecteurs de la base C ici. Donc j'obtiens bien une matrice carrée, la matrice de G ici, ok, et 0 après. Bon, puis après, bah, pour les autres vecteurs, j'obtiens n'importe quoi. Okay. Bah, comme d'habitude, voilà, j'écris l'image des vecteurs, j'obtiens comme ça. Je peux couper comme ça en deux morceaux, d'accord? Celui qui est en face de G, je l'appelle K, et puis ce qui reste en face de 0, là, je l'appelle la matrice nulle, je l'appelle L. Bon. On peut donc écrire la matrice de F comme ça. Attention, ce n'est pas une matrice triangulaire, parce que G et L ne le sont pas forcément du tout. Okay, mais en tout cas, je peux toujours faire ça. Dès qu'il y a un espace stable, par F, ça n'existe pas forcément a priori, mais dès qu'il y en a un, je peux faire ça. Ok? Très bien. Mais alors, donc, dans ce cas-là, eh bien, vous connaissez le fait que je peux calculer le polynôme caractéristique dans cette base-là, puisque, comme vous le savez, ça ne dépend pas de la base. On l'a déjà vu, le polynôme caractéristique, c'est pour F, ça ne dépend pas de la base dans laquelle on calcule la matrice. Du coup, bah, ça fait dans cette base-là déterminant de x identité moins g. Alors, identité de taille, la taille de g, je n'ai pas mis de petit indice parce que je ne connais pas la taille de g, mais vous voyez bien. Hop, là, x, i, identité de la taille de L aussi, moins L. Ici, moins K, ici, moins 0, ok, moins la matrice nulle, bon, très bien. Et ça, d'après ce qu'on a vu sur les déterminants, le déterminant d'une matrice par bloc, comme ça fait le déterminant de ça fois le déterminant de ça. Okay, ça fait le déterminant de xi moins g fois le déterminant de xi moins l. Et donc, déterminant de xi moins g, bah, ça tombe bien, c'est exactement le polynôme caractéristique de g. D'accord? Et ça, en l'occurrence, ça fait le polynôme caractéristique de la matrice L. Bon, on s'en fout, parce que le truc important, bah, c'est que le polynôme caractéristique de f est bien un multiple du polynôme caractéristique de g. Voilà, voilà, voilà. C'est pas très dur à démontrer, et on va en avoir besoin. C'est un petit lemme. Ça, c'est utile en soi, je veux dire. Voilà, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête. Bon, je l'ai un petit peu utilisé sans le dire, en fait, dans le théorème spectral et dans le théorème sur la trigonalisation. C'est dans le cas particulier où f était de dimension 1, c'était un espace propre, donc je n'ai pas eu besoin vraiment d'expliquer tout ça, mais en fait, ça peut être utile en soi de le savoir, quoi. Ok. Alors maintenant, allons-y. Donc, maintenant qu'on connaît ça, on va pouvoir faire la preuve. Deuxième café, si vous voulez.
On va boire beaucoup de café des fois. Ok, donc, alors, soit x est un vecteur non nul. Donc, j'explique déjà ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de montrer que le polynôme caractéristique de f en f, donc qui est f de f, appliqué au vecteur x est égal au vecteur nul. Donc je vais montrer qu'en fait, qu'il s'annule sur tous les vecteurs, et donc c'est l'application linéaire nulle, vous voyez. Hein, je vais essayer de démontrer ça en fait. Donc j'en prends un x, n'importe lequel, qui n'est pas le vecteur nul, parce que si c'est le vecteur nul, c'est facile. Je le sais déjà, d'accord, hein. Pour n'importe quelle application linéaire, ça s'annule, donc bon. J'en prends un. Alors, et puis ensuite, je regarde la famille x, f de x, f de f de x, f de f de f de x, ainsi de suite, fn de x. Bon, alors si je vais jusqu'à n, forcément, j'ai bien une famille liée. Pourquoi? Parce que là, j'ai n plus un vecteur. Et je suis dans un espace de dimension n. Et donc, vous le savez bien, il ne peut pas y avoir plus que n vecteurs qui forment une famille libre dans un espace de dimension n. Donc ça, c'est une famille liée. J'en suis sûr. Okay, et donc, je vais prendre D, le plus grand entier naturel, tel que la famille x, f de x, f de x, f d de x, soit libre. Car au moment où ça commence à devenir lié, là, ouais, ça va être au cran d plus 1. Hein. Okay, j'appelle D, indice, voilà. Donc, alors, cas particulier, voyons, par exemple, si x est dans Ker de f, donc là, ça fait 0 tout le temps, d'accord? Et bien, c'est D égale 0. Hein, parce que déjà, D égale 1, hop, ça marche plus, c'est lié. Parce qu'une famille avec vecteur nul dedans est forcément liée. Hein. D'accord? Donc voilà, c'est une façon de dire D égale 0. En fait, c'est une autre façon de dire x est dans le noyau de f. Hein. Okay, voilà, mais x étant pas nul, ça peut, la famille, le vecteur x tout seul, c'est une famille libre. Donc ça ne peut pas être avant. Hein. Donc, le plus petit cas, c'est quand f de x déjà vaut soit est le vecteur nul, soit f de x est lié avec x. Hein. Si x est un vecteur propre de f de x est déjà lié avec x, donc à ce moment-là, d égale 0 aussi. D'accord? Donc en fait, ce n'est pas équivalent du tout. Si x est dans le quart de f, d égale 0, et d égale 0, ça veut dire que f de x est collinéaire à x, donc x est un vecteur propre. J'ai écrit une petite bêtise dans ce sens-là. Hop, là, c'est ça. X appartient à un quart de f implique d égale 0. Ok? Je suis un petit peu emballé en fait sur ce coup-là. Très bien. Alors donc, du coup, une fois que j'ai défini ça, ça existe forcément, puisque hein, à partir de n, c'est forcément lié. Donc il y a bien eu un premier cas où c'est devenu lié, quoi, puisque ça ne l'est pas au début et puis ça l'est à la fin. Donc, okay, donc D existe. Et puis donc, du coup, je rajoute fd plus 1 de x, eh ben, c'est une famille liée. Donc fd plus 1 de x est forcément une combinaison linéaire de tous ceux qui précèdent. Okay, parce que eux, c'était une famille libre, il n'y a pas de combinaison linéaire entre eux, mais je rajoute fd plus 1, ça devient lié. Donc il existe une expression fd plus 1 de x qui s'écrit en fonction des autres. Donc là, j'ai tout mis du même côté. J'ai dit bon, plus ad fd de x plus un certissement plus un coefficient de f de x plus un coefficient de x est égal au vecteur nul. Où donc les A1, A0, AD sont des coefficients du corps K. On a forcément une égalité comme ça pour tout x dans E non nul. Okay, bon, très bien. Alors maintenant, j'appelle f l'espace engendré par cette famille-là, grand F, qui est de dimension au moins 1. Hein, il y avait au moins x dedans. Okay, donc cet espace est stable par petit f. C'est évident parce que l'image de x et f de x est dedans, l'image de f de x et f de 2x est dedans, l'image de fd de x c'est fd plus 1 de x, mais fd plus 1 de x c'est une combinaison linéaire des précédents, donc c'est bien dedans aussi. Ok? D'accord? Et puis en plus, f c'est une base de grand F, pourquoi? Parce que c'est vect de f, ça c'est une famille génératrice de vect de f. Hein, si je prends vect d'une famille de vecteurs, cette famille est forcément génératrice par définition même de l'ensemble, puisque l'ensemble est défini par l'ensemble des combinaisons linéaires que je peux faire avec ça. C'est ça que ça veut dire, vect de ça. Donc cette famille-là est génératrice, or elle est libre, donc c'est une base de grand F. Ok, voilà, bon, donc j'ai un espace stable, j'ai une base, et alors maintenant je voudrais voir quelle est la matrice en fait, de la restriction de F à cet espace-là. Alors, comme tout à l'heure, ce n'est pas vraiment la restriction, parce que la restriction de f, ça va de f dans E, là c'est ce que j'ai appelé G tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'application de f dans f. D'accord? Je vais essayer d'écrire sa matrice. Alors réfléchissez, ça c'est intéressant, essayez de le faire vous-même. Hein, avec ce qu'on a là, est-ce que vous arrivez à voir donc quelle est l'image de la base? Alors vous savez, il faut écrire l'image de la base en vecteur colonne en fonction des vecteurs de la base. Essayez de le faire vous-même pour voir, et puis après vous enlevez la pause. Alors moi je vais le faire. Donc, premier vecteur x, il faut calculer f de x, ici, en colonne, dans la base x, f de x, f de 2x, etc. Bon, là, c'est vraiment très facile, parce que c'est f de x, donc c'est 0 fois x, plus 1 fois f de x, plus 0 fois tout le reste. D'accord? Donc, pour la première vecteur, 0 fois x, 1 fois f de x, 0 tout le reste. En fait, ça, c'était pas très dur.
Bon, alors ensuite, donc deuxième vecteur, f de x. Mais f de x, c'est f de 2x. Donc pareil, 0, 0, 1, et que des 0 derrière. Et ainsi de suite. Jusqu'à f puissance d moins 1 de x, son image c'est fd de x, donc ça fait des 0 partout, avec un 1 à la fin. Ok, donc voilà, c'est la matrice nulle ici, là j'ai mis qu'un seul 0 parce que je ne sais pas trop comment mettre des petits points dans tous les sens, ça me saoule. Mais donc il y a des 0 partout, sauf sur cette ligne là qui est juste la ligne en dessous de la diagonale principale où il n'y a que des 1. Ok. Alors maintenant il reste la dernière ligne. A, l'image de fd de x, donc c'est fd plus 1 de x. Mais fd plus 1 de x, on vient de le voir, c'est tout ça de l'autre côté, donc c'est moins a0x, donc ici moins a0, moins a1 f de x, ici moins a1, moins ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, moins AD, FD de x, donc ici moins AD. Et voilà. D'accord? Donc voilà la matrice de notre application F. Donc là, il n'y a que des... au début, il y a des zéros partout sur les... des premières colonnes, il y a des zéros partout, sauf juste en dessous de la diagonale principale où il y a des 1. Et la dernière colonne, c'est ça. Ok, alors cette matrice-là, elle est assez particulière. Par définition, cette matrice-là, on l'appelle la matrice compagnon du polynôme x puissance d plus 1 plus adx puissance d plus ainsi de suite à 1x plus a0. Donc vous prenez un polynôme quelconque, hein, hop, vous pouvez trouver une matrice compagnon du polynôme, bah c'est celle-là. Ok? Donc voilà, pour un polynôme de degré d plus 1, c'est une matrice d plus 1 par d plus 1, de même taille, etc., etc. Alors on va voir tout de suite pourquoi on appelle ça la matrice compagnon du polynôme. Hein, mais... En tout cas, ça c'est une définition. Ok? D'où la preuve par matrice compagnon. Ouais. Alors, notons P de A0, A1, AD, parce que ça dépend évidemment de ces coefficients-là, le polynôme caractéristique de la matrice compagnon du polynôme là qu'on a vu juste avant, donc le polynôme caractéristique de cette matrice compagnon. Donc autrement dit, je vous rappelle, ça veut dire que c'est le déterminant de x identité, donc je mets des x de la diagonale, moins la matrice de tout à l'heure, du coup là tous les 1 sont devenus des moins 1, et là, vous me dire c'était bizarre, j'ai mis des moins A0, des moins AD, des machins, bah oui, du coup là ça devient des plus. Hein, il y a quand même un avantage à un moment ou à un autre. Hein, d'accord? Donc j'obtiens, en fait, il faut calculer le déterminant de cette matrice-là, d'accord? Et ça obtient le polynôme caractéristique de la matrice compagnon. Ok? Voilà, voilà, voilà. À exercice, allez-y, faites-le. D'accord? Moi, je vais vous expliquer. Donc si vous avez séché, si vous n'avez pas réussi à trouver immédiatement, astuce, vous allez développer par rapport à la première ligne. Alors, vous pouvez encore mettre sur pause maintenant, essayer de faire le développement par la première ligne et puis essayer de voir si vous trouvez une formule de récurrence qui vous permet de trouver le truc. Ok? Donc nous, c'est comme ça qu'on va faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, développer par la première ligne? Parce que là, en fait, il y a un terme ici, x, il n'y a que des zéros, il y a un terme à 0 ici. Donc il n'y a que deux termes, donc c'est sympa. Alors je vous rappelle qu'il y a l'histoire des signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Bon là, de toute façon, c'est plus. Donc il y a x en facteur. J'enlève tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a ici, et je dois faire le déterminant de ce truc-là. Ok? Donc qu'est-ce que ça fait le déterminant de ce truc-là? Si je regarde bien, en fait, c'est la même chose que ce que j'avais au début, sauf que d'aller de A0 à AD, je vais de A1 à AD. D'accord? Donc c'est x fois le déterminant de la même matrice, en fait, une matrice complètement similaire, hein, mais cette fois P de A1 à 2 AD. La matrice, donc, polynôme caractéristique de la matrice associée à un coefficient de degré 1 de moins, d'accord? Ça. Bon, mais alors, il y avait l'autre terme, n'oublions pas, donc ça c'est le premier terme, et puis ensuite il y avait le terme en A0. Alors, tout d'abord, là il y a un signe, il faut se méfier, parce que c'était 1, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, donc alors ça veut dire quoi? Du coup, comme il y a D plus une colonne, d'accord? Alors, bref, donc ça fait moins 1 puissance D fois A0, le signe. Et puis ensuite, il faut regarder, là c'est quoi le déterminant qui reste, hein, donc j'ai A0 fois le déterminant de cette matrice-là. Et bien le déterminant de cette matrice-là, c'est facile, c'est une matrice qui est triangulaire, supérieure, d'accord? Donc son déterminant c'est le produit de ce qu'il y a sur cette diagonale, et sur cette diagonale il y a juste D-1, et comme il y en a D. Hein. Je vous rappelle, la matrice c'est de taille D plus 1. Donc ça, déterminant de ça, ça fait moins 1 puissance D, fois le coefficient A0, et le signe pour le déterminant de la comatrice, c'est aussi moins 1 puissance D. Ok? D'accord? Donc voilà. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. Donc finalement, j'obtiens que ça fait... voilà. Donc finalement, ce polynôme-là est égal à x fois le polynôme avec A1, A2 jusqu'à AD, plus A0. Ok?
Très bien. Alors maintenant, du coup, je vais recommencer. Je vais dire, attends, mais si ça c'est vrai, P de ça, c'est ça. Donc P de A1, A2, AD, ça fait X fois P de A2 jusqu'à AD plus A1. Et donc si je développe, ça fait X carré P de A2 jusqu'à AD plus A1X plus A0. Puis je continue. Ça, ça va faire X P2 A3 machin jusqu'à AD, d'accord, plus A2, mais donc plus A2, X2, plus A1, X, etc., etc. Donc je continue, je continue, je continue. Comme ça, vous voyez, on pourrait faire une petite récurrence facile si vous voulez. Et à la fin, alors je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'arrive à un cran avant la fin, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire s'il n'y a qu'un seul coefficient, vous voyez. Hein, la matrice qui est compagnon d'un truc d'un seul coefficient, c'est pas clair. Donc j'en garde au moins 2. Donc je vais jusqu'à x puissance d-1 fois p de ad-1 ad, plus tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a calculé avant. Enfin, voilà ce qu'on a fait dans les itérations successives. Et là, elle est la petite matrice compagnon quand j'ai deux coefficients. Vous voyez, donc il y a des biens moins 1 en dessous de la diagonale. Il y a x ici, et il y a les coefficients ad, ad-1 qui sont là. Donc en fait, c'est le déterminant de cette petite matrice de 2. Donc là, du coup, je sais le calculer. Vous voyez, ça fait x au carré plus ad fois x moins ad-1, donc plus ad-1. Donc je remplace, ça fait xd-1 facteur de x carré plus adx plus ad-1. Ok, puis alors maintenant, si on développe tout ça, ça fait xd plus 1 plus ad fois x plus ad-1 fois x puissance d-1 plus ad-2 fois x puissance d-2 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, plus a1x plus a0. Incroyable, c'est le polynôme du début, c'est égal à p. Donc on comprend maintenant pourquoi on appelle ça la matrice compagnon du polynôme machin. Si on prend un polynôme n'importe lequel, alors unitaire bien sûr, quand même pas n'importe lequel, puisqu'un polynôme caractéristique est toujours unitaire. Donc je prends un polynôme unitaire, je trouve une matrice compagnon de ce polynôme, dont le polynôme caractéristique est le polynôme de départ. Ok? Vous voyez, c'est-à-dire que si, d'habitude on a une matrice égale un polynôme caractéristique. Et bien là on a un polynôme donne une matrice, et en fait cette opération matrice compagnon c'est l'inverse de la précédente. C'est-à-dire que si je prends un polynôme, la matrice, je refais le polynôme caractéristique de cette matrice, hop, je trouve le polynôme du début. Donc polynôme unitaire, matrice, déterminant caractéristique, je retrouve le polynôme. Donc on a trouvé quelque part une espèce de façon de revenir en arrière, de trouver une matrice qui donne ce polynôme caractéristique. Et donc c'est pour ça que cette matrice s'appelle la matrice compagnon du polynôme. Ok? Ça va jusque-là? Bon, très bien. Alors revenons-en à nos moutons. Donc j'appelle G l'application de L de f définie par G de x égale f de x juste sur l'ensemble f. Vous savez, c'était mon vecteur de mon grand f, etc., etc. Donc, comme c'est un espace stable, qui G de x est un diviseur d'après de l'M qu'on a vu de qui f de x, mais surtout d'après ce qu'on a vu, rappelez-vous, la matrice de G dans la base de grand f qu'elle est bien, c'était une matrice compagnon d'un polynôme. Et donc d'après ce qu'on vient de voir, son polynôme caractéristique, c'est exactement le polynôme, d'accord, qui va bien avec le coefficient qui va bien. Donc on dit le polynôme caractéristique de G, c'était ce polynôme-là. Ok? Donc, si je remplace f là-dedans, d'accord, pourquoi pas, qui indice G de f, et après j'applique le vecteur x. Ça fait f d plus 1 de x plus ad f d de x plus a1 de f de x plus a0 x. Ok, mais ça justement, on l'a vu par définition, c'était le vecteur nul. Rappelez-vous, c'était justement la combinaison linéaire à la base. J'ai choisi les coefficients a0, ad par combinaison linéaire de fd plus 1. D'accord, c'était comme ça que je l'ai trouvé, pour que ça fasse vecteur nul. Ok? Donc, qui G de f de x, c'est le vecteur nul. Mais comme on sait que c'est un sous-espace stable, vous savez que qui f de x, c'est un multiple de qui G de x, d'après le lemme, et bien donc, qui f de x, ça fait q de f, enfin bref, c'est une composée de qui G de f et d'un certain polynôme q de f. Et donc qui f de x, je remplace ça par x, ça fait vecteur nul, donc qf de vecteur nul, ça fait vecteur nul, et j'ai bien donc que l'application linéaire qui f de f en x, ça nul. Et comme ça, c'était vrai pour tous les x dans E. D'accord? Alors c'est compliqué, vous voyez bien, pour tous les x dans E, je commence par trouver une certaine combinaison linéaire comme ça. D'accord? Je démontre que sur la base adaptée, etc., etc., la matrice de f est une matrice compagnon, donc son polynôme caractéristique, c'est ça. Et ça tombe bien, parce que ça, quand on remplace par f et par x, ça fait justement vecteur nul. Oui. Et donc c'est toute l'astuce pour démontrer que pour n'importe quel x comme ça, qui f de f en x, ça vaut le vecteur nul.
Mais donc une application linéaire qui f de f qui s'annule sur tous les vecteurs, bah, c'est forcément l'application linéaire nulle. Ok, j'espère que vous avez suivi, parce que c'est quand même pas évident. Voilà la preuve, a priori peut-être un peu standard, du théorème de Keller-Hamilton. Mais ça ne marche bien évidemment, ces raisonnements d'algèbre linéaire qu'on a vu ne marchent que si on est sur un corps. Et moi je l'ai annoncé sur un anneau commutatif, même pas forcément intègre. Et donc maintenant, il faut arriver à la preuve qui va marcher dans le cas des anneaux quelconques. Vous voyez, alors ça, je l'ai étudié en maîtrise. Celle-là, je devais faire un petit mémoire sur les différentes preuves du théorème de Keller-Hamilton. Et donc celle-là, c'est la plus marrante, à mon avis. Enfin, bref. Alors, prenons une matrice de 2 à coefficient donc, complètement formel, c'est-à-dire à coefficient des polynômes de 4 variables, t, u, v, w, donc 4 indéterminés. Voilà. Je prends cette matrice, t, u, v, w, t, u, v et w sont des indéterminés complètes. C'est du truc, voilà, c'est x, y, z, j'aurais pu l'appeler, enfin bon, voilà. Donc c'est l'anneau, vous voyez, c'est les polynômes. Là, il n'y a que des 1, donc j'ai mis z, vous pouvez mettre q, vous pouvez mettre r si vous voulez, ça ne change rien. Dans 4 indéterminés. Ok, bon, très bien. Et alors? Eh bien, on va regarder si c'est vrai pour cette matrice-là. Pourquoi pas, après tout, hein. Alors allons-y, on va calculer le polynôme caractéristique de ça. Donc c'est, vous avez l'habitude, ça, le polynôme caractéristique d'une matrice de 2, vous savez bien que c'est x au carré moins tw fois x, plus le déterminant tw moins uv. Et donc tout ça, c'est un polynôme, cette fois, vous voyez bien, hein, en 5 variables, x, t, u, v, w. Vous voyez bien, il n'y a que des produits et des sommes et des soustractions, mais il n'y a pas de division, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de log, il n'y a pas de suivi, il n'y a que des multiplications et des plus et des moins, d'accord, entre les 4 variables, x, enfin les 5 variables, x, t, u, v et w. Ok? Bon. Et bien maintenant, si je calcule qui a de A, donc je remplace x par la matrice A. Autrement dit, ça doit faire la matrice A au carré moins TW fois la matrice A plus TW moins UV fois la matrice identité, I2. Donc c'est une matrice toujours à coefficient là-dedans. Et bon, on va la calculer pour voir. Alors, A au carré, donc on calcule, ça c'est pas des matrices, ça c'est juste des variables. Hein. Donc le premier coefficient, ça fait cette ligne fois la première, bah, ça fait T au carré plus UV. Hein. Ici, ça fait TU plus UW, voilà. Puis la deuxième, VT plus WV, enfin, voilà. Et puis VU plus W carré, ok, donc ça c'est A au carré. Bon ensuite, moins TW par A, bah, je multiplie tous les coefficients par T plus W, alors, ça fait T carré plus WT, TU plus UW, TV plus VW, et puis TW plus W carré. Hein, je multiplie tous les coefficients par cette constante, là, enfin cette constante dans l'anneau, machin, hein. Et puis, plus, bah ça je l'ai recopié, hein. TW moins UV identité, ça fait ça, ok. Et ben là, regardons, par exemple, le premier coefficient, alors ça fait T carré plus UV, moins T carré moins WT, donc les T carrés ça dégage, il reste UV moins WT, plus TW moins UV. Donc, comme c'est commutatif, hein, cet anneau-là, il n'y a pas de problème, les variables, ça, ben, ça je vois, le premier coefficient fait 0, quoi. D'accord, alors je regarde, tiens, parce que là, TU plus W moins TU plus W, ça fait 0 aussi, ok. Bon, bref, les 4 coefficients comme ça, je vous laisse vérifier qu'on obtient la matrice qui vaut 0, 0, 0, 0. Dire, bah ok, et alors? Bah alors là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est une égalité complètement formelle, avec des indéterminés quelconques, qui dit en fait que le coefficient, le premier coefficient de qui a de A, bah en fait c'est T carré plus UV, moins T carré moins WT, plus TW moins UV. Et ça, bah ça vaut 0, ça vaut 0. C'est comme je disais, bah tiens, ça vaut x moins x. Mais si je remplace x par n'importe quel élément de n'importe quel anneau, A moins A, avec 0, bah là c'est pareil. Je prends n'importe quel anneau commutatif, parce que c'est important que UV soit égal à VU. Hein, d'accord? Et je remplace là par des éléments de, je sais pas, z sur 6z, n'importe, au carré, plus UV, bah, moins t carré, moins WT, mais plus VWT, plus UV, bah, ça fait 0. Ça fait l'élément neutre de l'anneau. Pour l'addition. Fatalement, vous voyez. Donc là, ce petit calcul que je viens de faire, là, on vient de démontrer en fait que pour tout anneau commutatif, et pour toute matrice de 2 dans un anneau commutatif, qui de M, c'était la matrice nulle. Parce que vous voyez, si on le fait, en fait, le truc qui est vraiment marrant, cette preuve générique, c'est que si on le fait pour l'anneau Z2, TUVW2, là, eh ben on le fait pour tous les anneaux qui existent. Le fait qu'on l'ait fait dans celui-là, ça veut dire qu'on l'a fait pour tous les anneaux commutatifs. Hein, vous comprenez un peu, j'espère que vous comprenez un peu le principe. Hein. Mais on a une entité là, polynomiale, d'accord, bah, qui vaut en fait finalement tout le temps 0 pour chaque coefficient.
Du coup, quand on le remplace par n'importe quel anneau qui a les mêmes règles de calcul, on obtient aussi 0. Donc là, en l'occurrence, n'importe quel anneau commutatif, ça marchait aussi. OK? Donc en fait, pour démontrer quel Hamilton pour n'importe quel anneau commutatif, il suffit de le démontrer pour les... Alors bon, ça ne devrait pas s'afficher maintenant, mais c'est pas grave. Pour toutes les matrices de coefficient n, alors là j'ai mis 2, je me suis encore gouré dans les coefficients, bon, bref. Donc si on le fait pour l'anneau z de x11, x12, vous voyez, je prends une indéterminée par coefficient de la matrice. Si j'arrive à démontrer que pour cette matrice-là, donc à chaque fois, la coefficient x et j, c'est une indéterminée par coefficient, en fait c'est exactement ce qu'on a fait pour les matrices de 2, mais pour les matrices nn. Si j'arrive à le faire ça, alors ce sera vrai pour n'importe quel anneau. Ok? Donc voilà. Alors qui a de A? Donc c'est une matrice de... Ben alors, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir avant. Hein. Qui a, c'est le déterminant de la matrice x moins machin et tout. Donc c'est des polynômes, les coefficients, ce sont des polynômes dans les variables qui sont là. D'accord? Et donc qui a de A, quand je remplace par ça, je remplace, c'est exactement ce qu'on a fait avant. Hein. Tous les coefficients de qui a de A, d'accord? Cette matrice, là, c'est une matrice qui a encore un coefficient là-dedans. C'est-à-dire que chaque coefficient, c'est un polynôme, d'accord, à n carré variable et n carré variable qui sont là. C'est ce qu'on a vu. Hein. OK? Donc pour les matrices de 2, eh ben, ça simplifiait, finalement, ça faisait polynôme nul. Là, on ne le sait pas encore pour les matrices n, mais ce qu'on voit, c'est que ben, ça va faire des produits de ces variables-là, et ça va, voilà, avec des sommes, des machins, des trucs, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que par construction, le déterminant et après remplacer les puissances de la matrice, c'est toujours des polynômes. C'est un peu l'argument que je donnais pour la continuité de tout à l'heure, voyez? Donc c'est des formules très très compliquées a priori, okay. Mais ce que je sais, c'est que tous ces polynômes-là, ils sont nuls sur c puissance n2. C'est-à-dire que si je remplace toutes les variables par des nombres complexes, alors ça fait 0, puisqu'on a déjà vu que c'était vrai, première preuve, ou la deuxième d'ailleurs, la deuxième qui est vraie sur n'importe quel corps. Donc on a vu que sur C, le théorème de Cayley-Hamilton était vrai. Donc pareil, c'est assez rigolo aussi, pour démontrer que c'est vrai dans n'importe quel anneau, j'utilise le fait que c'est vrai sur C ou sur un corps. D'accord? Parce que donc, si je remplace, si j'identifie, hein, chaque coefficient de cette matrice qui a de A, c'est un polynôme, d'accord, de n carré variable, très compliqué, une formule atroce, mais si je remplace chacune des variables par un nombre complexe, n'importe lequel, donc dans C puissance n, il vaut 0 ce polynôme. Alors maintenant réfléchissez, ça c'est pas possible. Vous prenez un polynôme, par exemple dans C, un polynôme il admet qu'un nombre fini de racine, ou alors c'est le polynôme nul. Si je prends un polynôme dans C2, par exemple x2 plus y carré égale 5, bah hop, ça va faire un cercle, ou une ellipse, ou une formule, enfin, ou ça peut être, si ça se factorise, ça peut être 2 droites. Mais en tout cas, le polynôme de 2 variables dans C2, il ne s'annule pas sur tous C2, sauf si c'est le polynôme nul. Vous voyez, il définit une surface algébrique, justement, on appelle ça une hypersurface algébrique. Okay, alors ça se démontre par récurrence sur l'espace, en partant du fait qu'on le sait bien pour en dimension 1, qu'un polynôme, soit il est nul, soit il s'annonce sur un nombre fini de racines. Après, on prend 2 variables, on va prendre toutes les hauteurs possibles, on va voir que, bon, bref. Je ne vous fais pas la preuve, mais intuitivement, je pense que vous voyez bien, si vous prenez une équation polynomiale dans C puissance n, et ben les zéros de ça, c'est une hypersurface algébrique, ça s'appelle, et ça ne peut pas faire tout C puissance n, sauf si le polynôme, c'est le polynôme nul. Et bien donc là, pour chacun des coefficients, on a un polynôme qui s'annule de n variables, qui s'annule sur tous C puissance n, enfin c'est en l'occurrence n carré variable, qui s'annule sur tous C puissance n carré, ben c'est le polynôme nul. Ok? Et donc tous les coefficients, en fait, c'est le polynôme nul. Et donc ça permet de prouver, d'accord, que qui a de A, c'est la matrice nulle. Et voilà, joli, non? Hein, alors ça fait mal au cerveau. Hein. Vous comprenez pourquoi j'ai dit à ceux qui étaient un peu justes de passer. Hein. Mais si vous êtes encore là, vous êtes des pros. Bref, et ben voilà, c'est terminé. Vous avez suffisamment de preuves comme ça. Je vous félicite. Donc cette fois, Mourad, c'est la vraie fin. Bon. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, que je les aime d'amour. Et puis, bravo si vous êtes là, c'est que vous êtes des vrais. Je suis fier de vous. Allez, à bientôt pour la suite.